Bienvenue dans Design Plus. Connaissez-vous le Mindful Design et savez-vous ce qu'est le bien-être numérique ? Avec l'interview de Claude, je vous propose de découvrir cette nouvelle spécialité qui veut être plus attentive et respectueuse des utilisateurs. Dans cet épisode, elle vous expliquera en quoi ça consiste réellement, souligné par des exemples. Elle vous dira comment le Mindful Design peut être introduit dans une équipe design et elle nous donnera aussi plusieurs ressources pour aller plus loin. Maintenant, je vous laisse écouter l'interview enrichissante et inspirante de Claude. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Cet épisode de Design Plus est sponsorisé par Zairo. Vous connaissez Zairo ? Zairo est un créateur de sites internet à prix abordable, permettant de créer des sites web, des portfolios et des sites e-commerce fiables, faciles d'utilisation et d'accès rapide. Si vous êtes un designer freelance, vous pouvez créer votre site web personnel avec Zairo pour présenter vos réalisations et trouver de nouveaux clients. Zairo vous permet de créer un site web rapidement, facilement, avec les outils de glisser-déposer, le drag and drop. En partant de zéro, vous pouvez utiliser soit le générateur de site web AI ou bien de choisir un template dans la bibliothèque de plus de 100 modèles. Vous pouvez donc construire votre site web en moins d'1 heure. Sérieusement, essayez-le. Visitez zairo.com/design ou utilisez mon code de réduction design pour obtenir une réduction exclusive de plus de 3 mois gratuits et un nom de domaine gratuit pour 1 an sur tous les plans annuels. Profitez de cette offre maintenant car elle n'est valable que pour une durée limitée. Et si vous changez d'avis, vous bénéficiez également d'une garantie de remboursement de 30 jours. Pour plus d'informations, visitez le lien dans la description de cet épisode et merci à Zairo pour le parrainage de cet épisode. Bonjour à tous et bonjour Claude, comment vas-tu ? Ça va très bien, salut Laurent, et toi comment ça va ? Oui, très bien, je te remercie. Alors aujourd'hui, avec toi, nous allons parler de Mindful Design et de bien-être numérique. Mais avant, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, moi c'est Claude. Ces 4 dernières années, j'ai travaillé comme UX Researcher et UX Designer, un peu comme designer conversationnel aussi. Et depuis peu, je me lance sur du consulting en Mindful Design, qui est ce qu'on pourrait appeler du design éthique, mais on en parlera plus tard, et du consulting et du coaching en bien-être numérique. D'accord. Donc j'ai commencé cette transition au tout début vers mai 2020. J'ai créé un studio qui s'appelle This You Shall Grow. Au départ juste pour écrire mes articles sur le sujet, puis j'ai lancé une newsletter aussi fin 2020 qui s'appelle Digital Wellness et ça me permet de me faire un peu connaître sur ça. Et ensuite plus récemment j'ai entamé un training, un cours de 7 mois pour être coach en bien-être numérique que j'ai commencé en septembre 2021 et je vais finir très bientôt là en avril 2022. D'accord. Comment ça se fait que tu as voulu faire cette formation et entre guillemets arrêter un petit peu l'UX design ? Ça fait pas mal de temps que je voulais justement parler de faire le lien entre design et conception tech, etc. et bien-être et santé des personnes utilisatrices. Et donc ça fait des années que je travaille en tant que UX designer et researcher, etc. Et je voulais plus en apprendre sur le côté vraiment bien-être et neurosciences. Et du coup, je voulais faire une formation pour compléter tout le bagage que j'ai déjà,
pour pouvoir ensuite faire le lien, faire un pont entre les deux, quoi. D'accord, ok, c'est intéressant de le savoir, ouais. Et peut-être que ça permettra à d'autres personnes aussi de le déclencher. Est-ce que d'ailleurs les personnes qui souhaitent avoir plus d'infos sur cette formation peuvent te contacter? Oui, bien sûr, avec plaisir. D'accord. Et tu fais ça dans une école française ou à l'étranger? Ça se passe comment? Alors c'est une organisation qui est basée à Londres, qui s'appelle Consciously Digital et ensuite en termes d'étudiants, on est un peu partout sur la planète et un peu partout sur les fuseaux horaires. Donc ça demande une certaine organisation. D'accord, ok. Mais c'est-à-dire que vous avez par exemple des travails de groupe, des choses comme ça? C'est ça, on a à la fois des devoirs, en fait, des essais à écrire individuels, et des travaux de groupe et des QCM et des calls, en fait, qu'on fait tous ensemble toutes les 2 semaines. D'accord, ok. Alors, j'aimerais savoir pourquoi tu voulais qu'on parle un peu de ce sujet de mindful design, s'il te plaît. J'ai appelé ça mindful design parce que design éthique, je trouve ça assez vague. Puis il y a plein de versions de l'éthique différentes, donc design éthique, ça peut varier selon ce qu'on entend derrière. D'accord? Mais en ce qui me concerne, en tout cas, ce pourquoi j'ai voulu en parler, c'est à la fois que j'ai vu les conséquences sur moi et sur des amis et sur mes proches de produits qui n'étaient pas forcément conçus de façon respectueuse des personnes qui l'utilisent. Et aussi en tant que designer et que membre d'une équipe produit, par exemple, j'ai vu en fait ce qu'il y avait de l'autre côté du miroir et je comprends un peu mieux les mécanismes de conception et j'ai vu comment ça pourrait être conçu différemment. Ok. Et donc, toi, en France, donc tu disais, c'est quoi? Donc du coup, c'est pas du design éthique. Comment? Il y a un autre terme qu'on pourrait donner alors? Donc en français, en fait, j'aime bien appeler ça du design attentif ou respectueux des personnes utilisatrices. Et à côté de ça, dans la formation dont je te parlais, que je suis en fait sur le coaching en bien-être numérique, il y a aussi énormément de bagages scientifiques qu'on voit au cours de cette formation en fait. Donc sur la neuroscience de l'attention, sur ce qu'on appelle les happiness hormones, donc les hormones du bonheur, qui sont utilisées et un peu abusées par le Hook model, etc. D'accord. D'accord. C'est la première fois que j'en entends parler des hormones du bonheur. C'est quoi à peu près? Tu peux nous donner un petit peu plus de détails, s'il te plaît? Bien sûr, donc on a 4 hormones qui sont la dopamine, les endorphines, parce qu'il y a plusieurs types d'endorphines, l'oxytocine et la sérotonine. D'accord. Et le fonctionnement derrière ces hormones, c'est que, en fait, nous, le fait de sécréter ces hormones, ça nous fait du bien, ça nous fait sentir bien. C'est pour ça qu'on les appelle happiness hormones. D'accord. Et c'est un mécanisme de survie en fait dans notre évolution qui fait que quand on a un comportement ou une action qui est bien pour notre survie, pour la survie de l'espèce et la survie de l'individu, on va sécréter ces hormones qui vont nous faire sentir bien. Et l'objectif, c'est que voilà, ça nous encourage à continuer à avoir des actions et comportements qui favorisent notre survie en tant qu'individu et en tant qu'espèce. D'accord, ok. Donc c'est ce qui nous différencie finalement des animaux ou des autres espèces, quoi, en fait. J'irai pas forcément là parce que je sais pas forcément en fait ce qu'il en est pour d'autres espèces. J'ai pas du tout étudié le sujet donc je peux pas te dire, mais je suis pas convaincue que ce soit propre à l'humain. D'accord, ok, très bien. Et donc le mindful design, il aborde plusieurs angles. Ça se passe comment un petit peu? Bah, en fait, le mindful design et le bien-être numérique, c'est un peu deux angles du même sujet. C'est-à-dire que l'objectif est commun. C'est comment faire en sorte que nos outils numériques, nos plateformes nous servent au mieux. Et donc, c'est pas juste selon les désirs et besoins et décisions des designers ou des personnes qui travaillent dans la tech au sens général, pas que des designers. Mais c'est en fait adapter nos outils, ajouter de la friction là où il faut, faire en sorte à la fois qu'en tant que personne utilisatrice finale et en tant que personne qui participe à la conception et qui travaille dans la tech, on puisse avoir une meilleure relation avec nos outils numériques. D'accord, ok, super. Alors
comment toi tu pourrais définir ce qu'est le mindful design en fait? Ma définition, c'est que c'est un design qui protège en fait ou qui prend soin des personnes utilisatrices. Et ça passe par leur état mental, leur état cognitif, le respect de leur vie privée, leur bien-être au sens global, etc. Donc l'objectif, c'est d'éviter de nuire, si possible aussi d'éviter de permettre de nuire. Je pense notamment si on travaille sur une plateforme sociale, un réseau social, etc. Et aussi, ce qui est important, c'est prévoir ce qui se passe si effectivement nuisance s'il y a une campagne de cyberharcèlement sur quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait en fait, et pas forcément attendre que ça arrive pour qu'on ait mis des mécanismes en place. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, s'il te plaît? Oui, alors pour tout ce qui est de l'état mental et cognitif, ça peut être un UX writing qui est clair, qui est explicite, sans surcharge cognitive. Souvent, c'est plutôt quelque chose qui se fait sentir quand c'est mal fait, pas quand c'est bien fait. Ce que j'aime bien en général, je trouve que Spotify, en termes d'état mental et cognitif, c'est assez clair, c'est assez bien fait. Il n'y a pas trop de prise de tête. Je trouve on n'a pas trop à se demander comment s'en servir pour arriver à s'en servir. D'accord. Et est-ce qu'il existe d'autres exemples de sociétés qui utilisent un état mental et cognitif intéressant? Euh, c'est dur à dire. Alors j'ai envie de dire certains produits, peut-être certains produits Google ou Headspace. Je trouve que c'est plutôt bien fait à ce niveau-là, mais encore une fois, c'est plutôt quelque chose qui se fait sentir quand c'est vraiment mal fait. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que tu citais à l'instant Spotify, est-ce que tu penses que chez Spotify, ils ont par exemple des designers qui sont rattachés ou qui travaillent sur du mindful design et qui ont cette capacité à prévoir l'état mental ou cognitif des utilisateurs? C'est une bonne question. Je sais pas du tout si c'est le cas chez Spotify. J'imagine que vu les moyens de l'entreprise, c'est quelque chose qu'ils pourraient avoir, mais je sais pas s'il y a effectivement des postes qui sont dédiés à ce type de considération. D'accord. Après, il y a peut-être des cogniticiens ou peut-être des psychologues qui travaillent sur certains parcours ou certaines tâches dans l'application de façon ponctuelle et qui sont venus les aider aussi, quoi. Ça peut être ça, non? Ouais, ça pourrait totalement. Ok, bah, je te laisse continuer, vas-y, excuse-moi. Comme autre exemple pour tout ce qui est de la vie privée, ce qui est hyper important et parfois on peut négliger, c'est les paramètres par défaut en fait, et les paramètres de privacy par défaut qui permettent de bien se protéger. Par exemple, des personnes qui veulent nous harceler, des stalkers, pouvoir ne pas forcément être visible par défaut à des utilisateurs qu'on connaîtrait pas forcément être trouvable via notre numéro de téléphone ou via notre email, etc. Euh, J'aime bien ce que LinkedIn fait dans ce cas-là parce que c'est assez personnalisable. Les paramètres de respect de la vie privée sont assez personnalisables. C'est assez granulaire. Il y a tout ce système si on veut pouvoir être si on visite le profil de quelqu'un d'autre, si on veut pouvoir être vu intégralement ou juste que l'entreprise pour laquelle on travaille soit vue, mais pas forcément notre identité en tant qu'individu, etc. Et après, il y a d'autres choses qui sont plus classiques, par exemple, pouvoir faire en sorte de ne pas être trouvable, voilà, par notre numéro de téléphone ou notre email, ne pas notre profil sur un réseau social ne soit pas trouvable via une recherche sur un moteur de recherche. Si je tape nom, prénom et le nom d'un réseau social, que moi, mon profil n'apparaisse pas dans les résultats, ce genre de choses. D'accord, ok. C'est un gros boulot parce que je sais pas, aujourd'hui on tape Laurent Galen LinkedIn, on me trouve forcément quoi, ou même toutes les personnes qui écoutent, ou même toi, on nous trouve assez facilement quoi. C'est comment ça veut dire qu'il y a quand même
un gros travail à faire là-dessus, non? Oui, oui, c'est sûr que c'est plein de considérations à prendre en compte en fait. Après, si c'est juste faire en sorte qu'une page soit pas indexée par un moteur de recherche, c'est pas trop compliqué. Mais en tout cas, enfin juste cette étape-là n'est pas trop compliquée. Après, effectivement, faut concevoir tout le parcours en amont, quoi, et tous les paramètres et tout ce qui peut être personnalisable. Ouais, et puis faut une volonté aussi effectivement de l'application, comme par exemple ça pourrait être LinkedIn qui dit où on a juste une coche et ne pas nous indexer notre profil sur autre part que dans LinkedIn. Ou par exemple ça pourrait être ça, mais effectivement ils y ont pas du tout pensé. Est-ce que c'est l'intérêt? Je ne sais pas aussi. Quels sont je sais pas les comment dire les avantages ou les inconvénients, que ça soit commerciaux ou je sais pas de vie privée, etc. J'en sais rien du tout. Effectivement, ouais. Et bah vas-y, continue. Ouais, bah en fait pour ce qui est des avantages, ça peut dépendre beaucoup de l'outil et de la personne en elle-même et quel niveau de à quel point elle va être publique en fait. Tout à fait, ouais. Si on peut parler encore d'un autre exemple en termes de mindful design, par rapport à tout ce qui est relatif au bien-être, je pense par exemple à ces interfaces qui induisent un sentiment de stress ou d'urgence qui parfois est totalement factice, hein, totalement faux, mais par exemple, attention, telle offre expire dans 3 jours, si vous voulez acheter tel produit, il en reste 7 en stock. Si c'est factuel, si c'est avéré, ça peut être utile parce que ça peut permettre à quelqu'un de ne pas attendre une semaine une fois que les stocks sont vides. Mais si c'est effectivement complètement factice et un écran de fumée, ça sert juste effectivement à mettre du stress sur les personnes utilisatrices pour rien, quoi. Ouais. D'ailleurs, je crois il y a eu pas mal d'articles sur certains sites de vente pas de loisirs, mais pour les voyages qui avaient été pris un petit peu la main dans le sac justement, qui avaient créé de l'urgence effectivement avec il reste plus que 2 chambres ou il reste plus que 12 minutes avant que l'offre expire ou des choses comme ça. Et ils avaient été pris la main dans le sac parce que justement c'était des écrans de fumée, il y avait rien derrière et ça servait à rien et c'était plus vendeur, les gens étaient vraiment très stressés et ça c'était pas efficace quoi, en fait, ça servait à rien. Ouais, ouais, et puis c'est vraiment un dark pattern. On est totalement dans de la manipulation en fait. Ah oui, complètement, je suis absolument d'accord, oui, tout à fait. Je te laisse continuer, vas-y, excuse-moi. Souvent, on essaye de savoir comment déterminer si un design est mindful ou pas, éthique ou pas, etc. Euh, pour moi, il y a deux critères qui sont assez parlants. C'est si les objectifs des designers et des personnes qui ont créé ce produit et des personnes utilisatrices en face sont alignés. Est-ce qu'on veut la même chose ou pas? Et le deuxième, c'est est-ce que le fonctionnement du produit est vraiment transparent? Alors, par exemple, je prends l'exemple des strikes. Donc, en fait, c'est des séries d'actions qu'on doit faire au quotidien. Et si je le fais 5 jours de suite, j'ai 5 points. Si je le fais 27 jours de suite, j'ai 27 points, etc. C'est en fait un mécanisme de gamification. Et si je l'ai fait pendant 3 mois, mais qu'un jour je le fais pas, je perds en fait toute ma progression. Je perds tous mes points. D'accord. Après, ça, c'est quelque chose qui est repris par pas mal de produits. Par exemple, Duolingo, qui est une application pour apprendre des langues, ou Headspace, qui est une application de méditation. Et ça, en fait, ça crée une pression pour ouvrir l'application tous les jours. Donc, par exemple, avec Headspace, ça me crée une pression pour que je vienne chaque jour ouvrir Headspace et faire au moins une session de méditation. Après, si c'est aligné avec mes objectifs, c'est-à-dire que moi aussi j'ai envie d'avoir cette pression supplémentaire pour me forcer à venir méditer, ok, à la rigueur, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et les gens qui ne voudraient pas avoir cette pression n'ont pas la possibilité de désactiver l'affichage du streak, en fait, de la série d'actions.
D'accord. Mais par contre, il faut aussi que ce soit clair qu'il y ait cette pression en fait. Faut que les personnes utilisatrices se rendent bien compte que ce mécanisme de design a pour seul objectif de nous faire revenir tous les jours et que c'est du design persuasif en fait. D'accord, ok. Mais en fait, ça existe partout, ne serait-ce que même la plus simple notification, vous avez reçu un appel, vous avez une alerte par rapport à votre agenda, vous avez reçu un SMS. Quelque part, il n'y a pas un parcours qui est aussi long que l'application Duolingo ou Headspace certainement, ou une application de sport. Mais finalement, toutes ces notifications, c'est du design persuasif, non? Bah, encore une fois, ça dépend si c'est aligné avec mes objectifs en tant que personne utilisatrice. Par exemple, si je reçois un rappel, vous avez tel événement dans un quart d'heure, ça peut m'être très utile et je peux vouloir cette notification. Par contre, si c'est oh, ça fait 2 jours que vous n'avez pas ouvert l'app, vite venez, vous commencez à nous manquer, etc. Là, effectivement, ça peut me déplaire, ça peut peut-être créer un sentiment de culpabilité et effectivement être persuasif. D'accord. Et alors pour venir aux entreprises un petit peu, comment on peut inciter les entreprises à inclure, à installer, à prendre en compte le concept du mindful design. D'ailleurs, est-ce que vous en parlez dans votre dans la formation que tu es en train de terminer actuellement? C'est une très bonne question. Alors, pour l'instant, on n'en parle pas. On parle plutôt en fait de l'aspect coaching et comment concevoir des programmes de coaching pour des salariés en entreprise. D'accord, Donc de coaching sur du bien-être numérique. d'accord, Mais ensuite, effectivement, pour que le mindful design soit appliqué auprès des équipes produits en entreprise, je pense que c'est vraiment important que ce soit endorsé par la hiérarchie pour que ce soit une initiative qui soit vraiment durable et appliquée. d'accord. Est-ce que tu penses que d'ici quelques années, il pourrait avoir euh, des mindful designers dans les entreprises? Pourquoi pas? Après, je sais pas tellement si c'est un poste à part. À mon avis, c'est plus une compétence au sein du métier design. D'accord. Et toi, comment tu vois tes interventions dans les entreprises alors? Alors, il y a un concept que j'aime bien, mais que j'ai pas encore testé en entreprise, qui est celui de l'atelier de projection, où on va poser des questions pour provoquer un peu et tester le produit, le mettre un peu à l'épreuve en fait. Donc ça peut se faire dans différentes catégories, mais par exemple ça peut être l'impact à l'échelle sociétale, l'impact sur le bien-être personnel des personnes utilisatrices, ou aussi l'impact sur celles et ceux qui n'utilisent pas le produit, tout ce qui est transparence, tout ce qui est sécurité, respect de la vie privée, etc. D'accord. Et donc tout ça, c'est intéressant pour arriver à quoi en fait? Ça servira à quoi en fait de tester tout ça alors? Bah, ça permet de se projeter, de voir venir en fait des conséquences qui peuvent être négatives et qu'on n'aurait pas prises en compte avant, sans se poser ces questions. Donc, par exemple, est-ce que toi-même, tu utiliserais ce produit sur lequel tu travailles? Sinon, ça peut être intéressant de se demander pourquoi. Est-ce que telle interaction qui a été conçue dans le produit serait acceptée si elle était d'humain à humain? Par exemple, si on a un produit qui effectivement envoie des notifications tous les jours pour essayer de créer de la pression et de la culpabilité auprès des personnes utilisatrices, bah, en tant qu'interaction, si toi et moi on avait ce genre d'interaction, ce serait un peu malvenu. Oui, tout à fait, absolument, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Et c'est très intéressant parce que par exemple, de faire tester un produit à des non-utilisateurs pour déceler si le produit est éthique ou et correspond à des parcours qu'on n'aurait pas imaginé, c'est vraiment super intéressant parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment très très peu d'entreprises qui ont cette démarche.
généralement, les entreprises font tester le produit à leur cible, mais pas à des non-cibles en fait. Ouais, alors c'est pas à faire tester auprès d'utilisateurs dans le sens de la recherche utilisateur. C'est juste en tant qu'équipe produit se poser ces questions sur le produit qu'on conçoit pour voir si effectivement il y a des angles morts, des choses auxquelles on n'a pas pensé. Si par exemple au sein d'une ville, 95% des personnes utilisent le produit et 5% non. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences négatives pour les 5% qui ne l'utilisent pas? Qu'est-ce qui se passe si du jour au lendemain, quelqu'un veut utiliser notre produit spécifiquement pour nuire à quelqu'un? Est-ce qu'on a mis des garde-fous en place, etc. Ok. Et alors il y a un sujet aussi qui est très intéressant sur le design éthique. Ce sont les dark patterns. J'en avais parlé un petit peu avec Celia Odent dans un épisode précédent que j'avais diffusé au début de l'année 2022, et elle était pas tout à fait d'accord sur le sujet parce qu'elle me disait qu'effectivement les dark patterns, en gros, ça n'existe pas, ou c'est quelque chose qui est voulu, et surtout dans le jeu vidéo. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Et d'abord, peut-être nous expliquer ce que c'est que vraiment qu'une dark pattern. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, parce que à l'instant, on parlait de design persuasif aussi. Ouais, les dark patterns, en fait, c'est des patterns de design, des mécanismes de design qui sont trompeurs. Donc ça peut être, par exemple, voilà, si j'achète un produit sur un site en ligne, j'ai l'habitude de devoir qu'on me demande de cocher une case si je veux souscrire à la newsletter. Le dark pattern, ce serait de me demander de cocher la case si je ne veux pas recevoir la newsletter. Ça peut être également si je veux désinstaller un logiciel depuis mon ordinateur, si le CTA, en fait, le bouton principal n'est pas en fait pour désinstaller, mais c'est pour complètement autre chose. Et celui qui me permet effectivement de désinstaller, c'est le bouton secondaire. Alors c'est en contradiction avec l'étape que je viens de faire, qui est que je cherchais à désinstaller ce logiciel. Ou ça peut être rendre une étape d'arrêt de souscription à une newsletter ou à un service ou à quoi que ce soit super compliqué avec plein d'étapes, et envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception, ce genre de choses. J'exagère un peu, mais parfois c'est effectivement des processus d'onboarding qui sont très 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 compliqués juste pour dissuader en fait. Alors, dark patterns, design persuasif, addictif. Euh, voilà, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu peux nous donner plus de détails dessus, ou d'explications entre persuasif, addictif? C'est quoi les différences? Alors le design addictif, c'est vraiment des patterns qui vont être plus susceptibles de créer une addiction. Et le design persuasif, c'est pas forcément le cas. Donc on peut parler de l'addiction Internet, mais pour donner des exemples, le côté culpabilité, si je veux me désinscrire d'une newsletter, oh vous allez nous manquer, etc. D'accord. C'est persuasif, c'est pas forcément quelque chose qui va créer l'addiction. Pareil pour l'exemple dont on avait parlé, le faux sens d'urgence pour acheter un produit avant qu'il expire, c'est pas quelque chose qui va créer l'addiction. Mais par contre, tout ce qui est le feed sur les réseaux sociaux avec plein de posts différents avec des récompenses variables, c'est quelque chose qui va créer des comportements qui vont aller vers l'addiction. La gamification aussi, parce qu'on veut toujours avoir plus de badges, plus de points, mieux se situer par exemple en score par rapport à d'autres. Tout ce qui joue sur la FOMO aussi, donc tout ce qui est fear of missing out, qui nous fait retourner sur les réseaux sociaux fréquemment parce que sinon on va louper du contenu. C'est aussi des choses qui vont tendre vers l'addiction. D'accord, ok. Et on peut avoir donc donc on a une addiction à Internet finalement. Oui, c'est ça. C'est en fait d'ailleurs la première proposition de définition médicale
d'addiction à Internet, ça date de 1996, donc c'est pas tout récent non plus. Et c'est une addiction qui est comportementale et pas chimique. Donc ça veut dire que c'est pas une addiction à une substance, par exemple, qu'on va ingérer, mais ça s'apparente un peu plus aux addictions aux jeux d'argent ou aux addictions aux jeux vidéo. Et par contre, de la même manière, en fait, et de la même manière que les addictions chimiques, ça crée une dépendance, ça va avec une perte de contrôle, une tolérance accrue à ces comportements, un sevrage si jamais on nous prend tous nos appareils numériques et on n'a plus accès à Internet pendant 3 jours, ce genre de choses. D'accord. Ça me rappelle quelques scènes avec mon fils quand il était gamin, ça. Mais je pense que tous les parents l'ont à peu près vécu quand on enlève le téléphone des mains d'un enfant qui était en train de jouer ou que tu t'essayes de lui faire comprendre que ça suffit et il est tellement addictif ou tellement comment dire inclus et ouais tellement addict au jeu que ou à la tablette ou à l'écran que en fait c'est très difficile quoi. Je sais pas ce que tu en penses de ce type de choses ou de comportements. Ouais, c'est quelque chose qui se retrouve. Après, il y a effectivement plein de gens qui ont des signes qui peuvent s'apparenter à l'addiction à Internet, qui sont pas, enfin, sans être pour autant vraiment eux-mêmes addicts à Internet. Mais effectivement, c'est une vraie addiction qui peut avoir des conséquences importantes. Et d'ailleurs, c'est un des critères en fait qui permet de définir cette addiction, c'est des conséquences négatives sur d'autres domaines de la vie de la personne. Donc par exemple, arriver tout le temps en retard au travail, s'éloigner de ses proches, se séparer si on est en couple, etc. Mais malgré ça, continuer l'utilisation d'Internet au même niveau, c'est un des symptômes qui permettent de diagnostiquer en fait l'addiction à Internet. D'accord. Et du coup, ça veut dire que il y a des médecins comportementalistes qui travaillent sur le sujet, je crois, non, c'est ça? Oui, oui, oui. Comportementaliste ou d'autres spécificités, mais oui, t'as des médecins, il y a certains traitements qui passent par des prescriptions médicamenteuses, d'autres non. Mais en tout cas, ce qui est commun et qui est commun en général à toutes les addictions, c'est retirer la source de l'addiction. Et donc ça veut dire voilà retirer. Pour l'addiction Internet, c'est difficile parce que les téléphones sont partout, Internet est partout. Mais effectivement, pour combattre l'addiction, en fait, et pour s'en défaire, ça passe par ça. Retirer la source de l'addiction. D'accord. Et puis en plus, aujourd'hui, tout est comment dire, tout est centralisé autour d'Internet, que ce soit pour remplir un document, pour faire une demande, même ne serait-ce que de papier d'identité ou n'importe, ça devient compliqué. Avoir comment dire, changer de forfait de téléphone, etc., etc. Tout se fait aujourd'hui sur Internet. Est-ce que tu penses que ça va aller en s'améliorant ou est-ce que ça va changer comment dire la vision de l'homme prochainement, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Euh, dans l'immédiat, non, j'ai pas l'impression parce que j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit très, enfin, en tout cas, auquel on donne une importance suffisante pour que ça change toutes nos habitudes et notre mode de fonctionnement, en tout cas. D'accord. Et est-ce que dans ton futur métier de coaching, est-ce que du coup, par exemple, est-ce que tu pourrais t'adresser à des non-utilisateurs d'Internet ou à des gens qui sont en train de décrocher ou qui voudraient essayer de décrocher ou qui voudraient ou qui ouais, par des ateliers de comment dire de bien-être, de décrochage d'internet ou des choses comme ça. Tu pourrais t'adresser à ce type de public. Oui, absolument. Après, il y a une distinction à faire dans le sens où, en tant que coach, on peut aider des personnes à passer moins de temps en ligne ou alors à avoir un usage d'Internet qui leur fait du bien, avec lequel ils se sentent mieux que ce qu'ils font actuellement. Par contre, on peut pas traiter de personnes qui ont des addictions. Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est les rediriger vers des professionnels de santé vraiment,
Ou alors, ce qui peut être fait, il me semble, c'est plutôt effectivement coacher des personnes qui ont des addictions, mais bon, à vérifier avec leurs professionnels de santé, si on les coach sur quelque chose d'autre que leur addiction. D'accord, ok. Alors, pour vous partager quelques ressources, si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, il y a le Slack des designers éthiques, qui est un groupe Slack en français qui est très sympa, avec beaucoup de ressources qui sont partagées régulièrement dessus et de très bonne qualité. Donc, D'accord. Il y a beaucoup de designers dessus. Tu le sais, à peu près un nombre, je crois, c'est 1000, 2000, plus, je sais pas. je sais pas du tout, je suis pas allée voir, mais en tout cas, il y a de l'activité fréquemment. D'accord, ok. Bon, bah super. Donc, on a aussi 2 articles en anglais cette fois-ci, mais qui sont très bien faits, que je peux recommander. Ok. Un premier qui s'appelle Designing Products for Abuse, qui a été écrit par Sarah Rosenberg, que vous pouvez trouver sur Medium, qui traite de comment éviter de mettre des personnes utilisatrices en danger. Donc encore une fois, il s'agit de comment designer en fait en amont de potentiels problèmes, mais ça s'intéresse à comment éviter le harcèlement, le stalking, ce genre de choses, et c'est très bien fait. D'accord. Et sinon, un autre article donc en anglais encore qui s'appelle Distressing Design, aussi présent sur Medium, qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Lucy Scott. Et elle regarde en fait l'impact du design et notamment de ce qu'on pourrait appeler le design de stress, là où on va mettre du stress sur les personnes utilisatrices sur notre cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau du cerveau et quelles sont les bonnes pratiques en fait à mettre en place à la place. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aller un peu plus vers le mindful design. D'accord, super. De toute façon, je vous écrirai l'ensemble des références dans la description du podcast et également l'adresse et le contact LinkedIn de Chloé et également ainsi que sa newsletter qu'elle nous parlera à la fin. Pour terminer, je voudrais te poser 3 questions, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te différencie d'une autre ou d'une autre designer, s'il te plaît? Alors, en ce qui me concerne aujourd'hui, je fais plus tellement du design moi-même, mais j'écris dessus. Donc, il y a quelques mois, par exemple, j'ai écrit un article justement sur Internet Addiction Disorder, donc l'addiction Internet, et qu'est-ce que ça veut dire pour les designers, quelles sont les implications, quels sont les design patterns qui peuvent justement contribuer à l'addiction Internet, et à l'inverse, quels sont les design patterns qu'il faut préférer. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui me design le plus, c'est la composante assez bien-être et notamment effet sur notre cerveau, etc. Le bagage neurosciences que je suis en train de voir avec le cours que je fais en ce moment, qui permettent en fait de lier un peu tout ce qui est conception et design d'un produit d'un côté et le bien-être des personnes qui l'utilisent de l'autre. Très bien. Est-ce que tu peux me dire comment tu vois ton métier dans 10 ans, s'il te plaît? Ce que j'espère d'ici là, c'est que les problématiques qui sont liées au bien-être utilisateur seront un peu mieux prises en compte en fait au sein du processus design, de la recherche UX, etc. Puis après, pour le côté bien-être numérique, j'ai l'impression qu'on commence déjà à se rendre compte que c'est un gros besoin, à la fois à échelle individuelle, parce que je le vois avec les personnes avec qui j'ai commencé à faire du coaching, et à l'échelle un peu de groupe, par exemple avec des interventions en entreprise, et aussi à l'échelle un peu sociétale en fait avec tout ce qui est Cambridge Analytica et en fait des campagnes de pub qui peuvent vraiment manipuler des personnes à grande échelle. Donc je vois que c'est un sujet qui arrive de plus en plus sur la table. Donc en fait, le fait que dans les entreprises et les RH se disent de plus en plus, ok, donc effectivement, il y a un problème, peut-être qu'il y a un problème de concentration, d'attention, de multitasking, d'équilibre de vie pro, vie perso, etc. Le fait qu'on se rende compte de ça en fait et que ce soit pas juste une réalisation, mais aussi une envie d'agir
d'inviter des professionnels en entreprise pour voir comment mieux fonctionner à ce niveau-là. Ça donne vraiment l'espoir, je trouve, qu'il y ait une attention plus importante portée à ce sujet. Et ensuite, pareil, du côté des designers et des personnes qui travaillent dans la tech, c'est un sujet qui arrive de plus en plus sur la table. Après, il y a beaucoup de gens qui ont conscience qu'il y a un problème à ce niveau-là, mais qui vont pas forcément agir dessus. Je pense que ça va venir peu à peu, quoi. D'accord. Tu penses que les personnes qui connaissent qui estiment qu'il y a un problème et qui n'agissent pas dessus, c'est par peut-être méconnaissance en fait? Est-ce que c'est pas plutôt ça? Ça peut être méconnaissance, ça peut être ne pas savoir par où commencer en fait, pas trop savoir comment s'y prendre. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être un designer au sein d'une équipe qui veut effectivement avoir une approche plus mindful design, mais personne d'autre dans l'équipe ne le suit dessus ou ne la suit dessus. Donc la personne est toute seule. Ça peut être plein de choses différentes. D'accord. Et du coup, par exemple, dans ta formation, est-ce que tu le disais, je crois tout à l'heure, tu pourrais accompagner soit une personne d'une équipe ou un groupe un groupe une team de design sur ce sujet-là? Oui, ça peut être effectivement soit accompagné sur le bien-être numérique, donc comment eux les aider à mieux utiliser leurs outils numériques, mais ça peut aussi être accompagné sur comment avoir un processus de design mindful qui soit vraiment intégré à toutes leurs étapes de design, quoi. D'accord, ok. Bon bah super. Est-ce que enfin tu peux me dire quel épisode de Design Plus as-tu le plus aimé et pourquoi, s'il te plaît? Oui, alors c'était celui sur la vérité sur le ROI de l'UX Research, donc avec Gwenaëlle Aomé. D'accord. Parce que je trouve que il y a beaucoup de choses que j'ai moi-même constatées en entreprise et auprès des clients qui ont enfin été dites dans l'épisode, donc ça m'a fait du bien de l'entendre. D'accord. Ok. Et pour conclure l'interview, Claude, je voudrais je vais te laisser la parole et si tu avais un seul conseil à donner à nos auditrices et auditeurs, quel serait ce conseil, s'il te plaît? Pour moi, c'est vraiment s'intéresser à l'impact de la tech sur notre bien-être, notre santé, à la fois sur les côtés physiologiques comme tout ce qui concerne la posture ou la vue, mais aussi les mécanismes de notre système nerveux, notre cerveau. On parlait des happiness hormones un peu plus tôt, tout ce qui est attention, multitasking, addiction, les récompenses variables, etc. En fait, je trouve que avoir une connaissance plus poussée et plus détaillée de tous ces mécanismes, quelle partie du cerveau fait quoi, qu'est-ce qui déclenche quoi, etc. Ça permet d'avoir un angle plus différent ensuite en tant que designer et de façon plus large en tant que personne travaillant dans la tech. Et je trouve qu'ensuite on se sent déjà plus proche et plus concerné par ces impacts en tant que designer. Mais on fait aussi mieux attention à nos propres habitudes, à notre propre comportement et aux habitudes de comportement des personnes autour de nous, quoi. D'accord, ok. Bon bah c'est super. Tu voulais peut-être partager avec nous aussi ta newsletter. Je te laisse nous donner un peu plus de détails, puis son nom, tu peux aussi le rappeler. Oui, merci. Alors, ça s'appelle Digital Wellness. Donc, c'est effectivement sur le bien-être numérique et comment concevoir pour le bien-être numérique. Donc, je parle de ces deux sujets, à la fois l'angle design, tech, etc. et ensuite le bien-être véritablement pour nous. Donc, je partage pas mal de ressources, notamment toutes celles que j'ai citées précédemment. Et puis, je partage aussi mes propres articles donc sur le mindful design et le bien-être numérique. Et je l'envoie toutes les 2 semaines pour que ce soit pas non plus une charge dans votre inbox, une newsletter parmi tant d'autres. Mais voilà, on applique le mindful design à nos propres écrits aussi. D'accord, super. Merci à Claude d'avoir pris du temps pour nous faire découvrir cette nouvelle compétence. Grâce à elle, j'ai découvert des aspects du design que je ne connaissais pas et j'espère que vous aussi, vous aurez pu apprendre des choses.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous. N'oubliez pas de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner car je vous réserve des épisodes inédits en juillet et août 2022. Merci beaucoup et à bientôt sur Design Plus. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _podcast et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. À bientôt!